MRC. Donc, les MRC doivent identifier dans le cadre d'un exercice les milieux humides et hydriques qui présentent un intérêt écologique, ceux qui pourraient être encadrés par des mesures d'activité, soit les milieux d'utilisation durable, et les milieux qui méritent restauration ou les territoires qui méritent de la création. Donc, les MRC se sont réunis ensemble pour aller faire une démarche conjointe, donc la MRC de l'érable, Arthabasca Drummond et la MRC de Nicolet-Yamaska. Et ils ont mandaté le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec pour les accompagner dans la démarche. Je ne m'éterniserai pas davantage là, sur ces éléments-là, dans le sens que le webinaire est disponible en ligne et c'est des éléments qui ont déjà été présentés. Donc, on vous invite à visiter le patrimoine-naturel.ca et de vous inscrire à l'infolettre pour recevoir l'ensemble des informations concernant les PRMHH. Donc, un petit rappel des démarches. Le 15 février dernier, on vous a présenté les résultats du portrait. Maintenant, à partir du portrait, on est en mesure de venir tracer un diagnostic factuel, donc les faits, les arguments qui viennent du portrait, et aussi un diagnostic écologique qu'on a terminé. Les deux diagnostics nous permettent d'identifier des enjeux. Les enjeux, c'est les grandes problématiques. Donc, l'objectif du PRMHH, c'est de répondre à ces objectifs-là, à ces problématiques-là, pardon. Donc, la vision vient répondre aux enjeux. Les cibles de conservation qui soutiennent la vision, donc on veut atteindre quoi d'ici les 10 prochaines années, les orientations et découlent par la suite les objectifs et les actions, donc la grande stratégie de conservation. Donc, le portrait vous a été présenté le 15 février 2021. Aujourd'hui, on vous présente les enjeux. Le 15 mai prochain, on vous présente la vision, cible et orientation. Et en grande primeur, là, le plan d'action va se dérouler dans le cadre d'une consultation. Donc, les 3 premiers, c'était des webinaires, là, comme aujourd'hui. C'est des séances d'information auxquelles on répond aux questions. Le 22 et 23 juin prochain, ça va être les grandes consultations. Donc, on va plus vous questionner, public. On va vous poser des questions pour avoir des réponses là, afin de déterminer la grande stratégie de conservation. Donc, l'ensemble des informations telles que mentionnées se retrouvent sur le site patrimoine-naturel.ca. Après chaque grande étape, il y a une période d'1 mois de consultation. Donc, le portrait, la période de consultation s'est terminée le 15 mars dernier. Vous avez eu la chance de nous transmettre vos commentaires relatifs au portrait. À partir d'aujourd'hui, la période d'1 mois va s'ouvrir pour la consultation du diagnostic. Donc, vous serez invité à partager vos commentaires sur le diagnostic jusqu'au 15 mai. Donc, juste pour vous montrer rapidement, je vais me permettre d'aller sur le site patrimoine-naturel.ca. Donc, si vous ne voyez pas le site actuellement, laissez-moi savoir dans le chat pour que je m'assure que l'écran est bien partagé. Donc, sur le site Internet, vous avez de un, les endroits pour vous inscrire au webinaire, l'inscription à l'infolette. Et quand vous descendez, les différentes étapes sont présentes ici. Donc, vous allez dans Diagnostic. Dans Diagnostic, pour chacune des MRC, vous avez le diagnostic des milieux naturels de la MRC de l'érable. Donc, vous allez avoir là, le document complet là, pour aller consulter ce qu'on vous présente aujourd'hui. Vous avez aussi l'atlas cartographique, donc l'ensemble des cartes, quelques-unes qu'on présente aujourd'hui. Vous allez pouvoir cliquer sur « Partager vos commentaires » pour partager l'ensemble de vos commentaires. Il est aussi possible d'apporter vos commentaires à vos grandes associations si vous êtes membre d'une association et que cette dernière nous partage aussi dans un document sous forme de mémoire là, les recommandations. Donc, dès maintenant, on rentre dans le diagnostic factuel et écologique en lien avec les enjeux. On va commencer par vous présenter les enjeux qui soutiennent, là, les enjeux qui ont ressorti là, du diagnostic. Donc, on va prendre une période de questions après le diagnostic factuel. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions en cours de route, de les inscrire dans la boîte chat. Marie-Claude pourra nous les acheminer lors de la période de questions.
Donc, tout d'abord, 6 enjeux sont ressortis des consultations qu'on a menées auprès des élus, auprès des organismes régionaux. Donc, il y a eu beaucoup de comités qui se sont penchés sur la question des enjeux. Donc, l'enjeu 1, résilience des communautés et des écosystèmes au changement climatique. L'enjeu 2, un enjeu de quantité et qualité de l'eau. L'enjeu 3, le maintien de la biodiversité et de l'intégrité de la connectivité écologique. L'enjeu 4, l'utilisation durable des forêts sans préjudice à la biodiversité et aux services écologiques. L'enjeu 5, qui est une gouvernance et action innovante en conservation des milieux naturels. Et l'enjeu 6, qui concerne l'éducation face à la conservation et l'acquisition de connaissances. Donc, ce qui est intéressant parmi les enjeux de la MRC, notamment les actions innovantes, la MRC de l'érable emboîte le pas là, à aller vers des nouvelles actions, des nouvelles approches en matière de conservation. Donc, on en voit là, ici la résultante au niveau de l'enjeu 5. On sait que le territoire de la MRC de l'érable est très forestier aussi, donc un enjeu spécifique aussi à l'utilisation durable des forêts. Et aussi en lien avec la biodiversité, la connectivité écologique aussi qui est importante parce qu'il y a des grands couloirs de connectivité qui passent dans la MRC et plusieurs espèces là, en péril et menacées vulnérables qui se retrouvent là, sur le territoire. Donc, pour chacune d'entre elles, on va dénoter ici le diagnostic factuel. Donc, les forces et les faiblesses, c'est ce qui est sous le contrôle des instances municipales. Les opportunités et les menaces, c'est ce qui est sous le contrôle externe, donc qui ne relève pas, qui va venir emmener une influence externe aux instances municipales. Donc, au niveau des forces, la MRC de l'érable s'est engagée officiellement dans la réalisation d'un plan d'adaptation au changement climatique pour l'ensemble de son territoire. Notons qu'il y a aussi la MRC Nicolet-Yamaska sur le territoire aussi qui réalise présentement un plan d'adaptation au changement climatique. Donc, les deux MRC, c'est une grande force d'avoir ça en région. Il y a aussi le caractère transversal de l'enjeu des changements climatiques sur l'ensemble du diagnostic, hein, parce qu'on sait que les changements climatiques ont une influence sur tous les enjeux. Au niveau des faiblesses, mais il n'y a aucune planification et adaptation au changement climatique dans les municipalités et peu d'expertise permettant d'agir, de soutenir à ce niveau-là. Mais c'est sûr que le plan d'adaptation de la MRC va sûrement découler là, éventuellement vers une meilleure adaptation pour les municipalités. Au niveau des opportunités, il y a une mise en œuvre d'actions de mitigation et d'adaptation par les organismes. Donc, il y a beaucoup d'organismes sur le territoire qui font des actions en matière d'adaptation et de mitigation. Et la menace, mais c'est notamment les fameux aléas des changements climatiques qu'on vous présente à l'instant. Il y a quelques éléments du portrait qu'on ramène aujourd'hui pour remettre en contexte le diagnostic. Donc, on vous avait présenté là, dans le portrait les événements reliés au changement climatique qui vont influencer notamment les 4 grands secteurs, soit l'économie, la santé, l'eau, la gestion de l'eau et le caractère d'intégrité de nos milieux naturels. Si on passe à l'enjeu 2, quantité et qualité de l'eau, donc, on voit au niveau des forces que la MRC de l'érable possède de grandes compétences, notamment avec Jonathan et Léo, là, au niveau de la gestion de l'eau. Encore là, le caractère transversal de l'enjeu de l'eau sur l'ensemble du diagnostic. Au niveau des faiblesses, mais il y a une application non uniforme de la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables, donc les fameux respects des bandes riveraines. Au niveau de l'opportunité, mais c'est sûr que les milieux hydriques, l'acceptabilité sociale est plus grande en matière de conservation que tout autre milieu naturel. Lorsqu'on parle de conserver un cours d'eau, on dirait que ça va de soi comparativement aux autres milieux. Donc, l'acceptabilité sociale, c'est une opportunité là, pour aller de l'avant dans cette protection des milieux hydriques. Et aussi, la gestion intégrée de l'eau par les organismes de bassin versant et les tables de concertation régionales, des organismes qui sont voués à faire la gestion de l'eau, notamment sur le territoire de la MRC de l'érable, la rivière Bécancour avec l'OBV Gros-Bec. Au niveau des menaces, on pense notamment aux milieux hydriques qui sont sous pression.
À ce niveau-là, on ramène quelques éléments du portrait, notamment plusieurs zones inondables qui sont, ici on voit les zones inondables, il y en a plusieurs là-dedans qui sont occupées par le milieu anthropique, que ce soit en milieu agricole ou urbain. Ici, on voit justement l'occupation du sol dans les zones inondables. Là, il y a 46 de ces zones inondables qui sont occupées par le milieu agricole. J'en profite, c'est Steve ici de la MRC justement qui s'occupe du parc régional des Grandes Coulées qui est sur cette photo. Donc, une autre pression aussi présente au niveau des cours d'eau, c'est qu'il y a de nombreux cours d'eau qui sont rectifiés. Donc, pour optimiser l'utilisation du sol, l'humain est venu remodifier le trajet, le mettre plus linéaire. Donc, on voit ici, là, c'est un état très conservateur. Là, il y en a peut-être plus que ça, mais c'est ce qui a été noté par photo-interprétation des cours d'eau qui ont été retravaillés là, par l'humain. On note aussi quelques embâcles à plusieurs endroits. On note aussi une qualité de l'eau qui est douteuse à certains endroits, donc des stations d'échantillonnage, et aussi une qualité de l'eau mauvaise là, à un autre endroit. Au niveau du territoire, l'ensemble des pressions que les milieux hydriques reçoivent, ça l'emmène à identifier certains bassins versants où que les problématiques sont plus notables. Ici, on voit sur la carte, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on vous avait présenté ça dans l'étape du portrait, mais chaque bassin versant présente certaines problématiques majeures là, sur le territoire. On arrive à l'enjeu 3, soit le maintien de la biodiversité et de l'intégrité de la connectivité écologique. Donc, au niveau des forces, il y a plusieurs initiatives municipales, dont des règlements et des dispositions en matière de conservation de la biodiversité. Notamment à la MRC de l'érable, il y a des dispositions pour la tortue des bois, l'habitat de la tortue des bois dans certains secteurs. On a aussi, au niveau de la faiblesse, un manque de temps des employés là, pour accompagner adéquatement les municipalités en matière de biodiversité et de connectivité. C'est sûr que les employés travaillent très fort au niveau de la gestion des cours d'eau puis d'autres priorités, mais au niveau de la biodiversité et connectivité, il y a peu d'accompagnement qui est fait. Au niveau des opportunités, il y a une superficie de milieu naturel acceptable au niveau régional. Donc, la MRC de l'érable, c'est celle qui a le plus grande superficie de milieu naturel dans l'ensemble du territoire. L'expertise régionale en conservation est présente et le gouvernement fournit quand même beaucoup de vision et d'encadrement, soit au niveau forestier, au niveau des milieux humides, au niveau aussi de la biodiversité, en lien avec nos milieux naturels. Bien évidemment, les milieux naturels, notamment en lien avec la biodiversité et la connectivité, sont sous pression. On peut voir là, notamment, ici, c'est la proportion de milieux humides par municipalité. Celle qui est la plus faible, c'est Plessisville-Ville. Évidemment, la ville de Plessisville a été très développée avec le temps et il reste très peu de milieux naturels, ce qui emmène à une détérioration au niveau de la qualité, là, soit des cours d'eau ou la qualité de vie aussi des citoyens. Ils n'ont pas accès à des îlots de fraîcheur ou à des secteurs là, des services écologiques. Donc, ça peut avoir un impact. Au niveau des milieux forestiers, encore là, c'est Plessisville avec 4 là, de son territoire au niveau des forêts. Sinon, l'ensemble des autres municipalités ont quand même un très bon couvert forestier. Certaines perturbations sur les milieux naturels, notamment le réseau de transport, surtout les chemins de véhicules hors route qui viennent affecter plus de 800 hectares de milieux humides ou forestiers. Les chemins et ornières, là, notamment le drainage forestier dans les milieux humides est présent. Il y a certaines sablières qui viennent empiéter dans les milieux humides selon une évaluation d'à peu près 100 hectares. Il y a aussi le développement de l'urbanisation et le développement agricole, notamment en lien avec les canneberges sur le territoire de la MRC de l'érable. Donc, voilà. Et aussi, au niveau des espèces végétales exotiques envahissantes, il y a certaines mentions d'espèces exotiques envahissantes sur le territoire qui viennent affecter nos milieux naturels et notamment la biodiversité.
On pense entre autres là, à la renouée japonaise, le myriophylle et aussi la berce du Caucase. On arrive au 4e enjeu, soit l'utilisation durable des forêts. Au niveau des forces, mais il y a le règlement sur le déboisement et l'expertise interne en foresterie. Il y a au niveau, ça c'est David Proulx, notamment à la MRC de l'érable. Au niveau des faiblesses, il n'y a pas de politique de l'arbre nécessairement dans les différentes municipalités, notamment dans les périmètres d'urbanisation. Au niveau de l'opportunité, mais il y a le plan de protection et de mise en valeur des forêts privées de l'Agence forestière des Bois-Francs qui vient soutenir de façon assez optimale l'utilisation durable des forêts. Il y a aussi une étude sur la vulnérabilité des peuplements forestiers au changement climatique qui a été réalisée par l'Agence forestière, par Mme Karine Ankou, qui vient dénoter certains peuplements qui sont vulnérables au changement climatique. Donc, ça, c'est une opportunité d'adaptation par rapport au changement climatique puis à l'impact. Mais ces données-là, c'est une opportunité là, pour adapter en matière de sylviculture. Il y a aussi une expertise régionale en conservation des forêts. Au niveau des menaces, les milieux forestiers sont sous pression, notamment, on l'a vu avec quelques éléments précédents. Il y a les aléas des changements climatiques. Avec l'étude de Mme Ankou, on a vu que ces aléas-là sont une menace. Il y a un manque de connaissances des propriétaires privés sur les nouvelles lois et règlements, notamment en matière de milieux humides. Et il y a le drainage des milieux forestiers sans demande d'autorisation qui se poursuit là, dans différents milieux. Donc, ici, on vous présente l'enjeu 5, soit la gouvernance et actions innovantes en conservation des milieux naturels. Donc, une grande force, c'est il y a plusieurs règlements de disposition et plans qui viennent encadrer la conservation des milieux naturels. Donc, ça, c'est une grande force. Au niveau des faiblesses, il y a la volonté inégale d'engagement des élus en conservation des milieux naturels. Donc, ce n'est pas tous les élus qui ont la même vision par rapport à la conservation. Donc, au niveau de la gouvernance, ça l'emmène un défi. Puis, il y a un manque à l'égard de l'application de certaines politiques, règlements et lois. Pardon. Et au niveau de l'opportunité, bien, justement, ces fameuses lois, règlements et programmes existent. C'est une opportunité pour la MRC d'aller chercher des outils, notamment dans la loi et la loi sur l'aménagement du territoire, l'aménagement et l'urbanisme. Mais il y a beaucoup d'outils qui permettent au MRC là, de venir encadrer la conservation des milieux naturels. Finalement, l'enjeu 6, l'éducation face à la conservation des milieux naturels et l'acquisition de connaissances. Donc, au niveau des forces, il y a plusieurs outils d'éducation qui ont été développés par les instances municipales pour accompagner les propriétaires. Il y a aussi, au niveau des faiblesses, un manque de connaissances des décideurs et des municipalités en matière de conservation. À ce titre, la MRC de l'érable a, dès le début de la démarche des PMHH, formé un comité à l'interne pour épauler, fournir aux élus là, destinés à ce comité des connaissances relatives au projet. Donc, c'est déjà une faiblesse qui commence à être répondue là, par des actions internes. Au niveau des opportunités, bien, les organismes régionaux accompagnent et communiquent beaucoup d'informations aux propriétaires. On n'a qu'à penser à l'agence forestière, au groupement forestier, aux producteurs, aux clubs en agro-environnement, les organismes de bassin versant, le conseil régional. Il y a beaucoup d'organismes régionaux là, qui accompagnent les propriétaires. Au niveau des menaces, bien, il y a plusieurs propriétaires qui risquent d'être démunis face aux connaissances parce qu'il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de lois et règlements à comprendre, c'est beaucoup de couches d'informations. Donc, on se doit là, de développer des outils et de bien accompagner nos propriétaires là, pour ne pas qu'ils soient perdus dans l'ensemble de ce processus. Il y a aussi une méconnaissance du rôle des milieux naturels et un manque de données sur certains éléments, notamment la répartition des espèces exotiques envahissantes, la délimitation des zones inondables, certaines problématiques hydriques qui manquent d'éléments, notamment les apports en sédimentation par certains cours d'eau, notamment dans, je prends le lac Joseph, il y a des apports en sédimentation dans certains cours d'eau, mais on ne connaît pas nécessairement d'où vient cet apport-là sédimentaire. Donc, il y a ici là, un manque de données sur certains éléments.
Donc, ça fait le tour du diagnostic factuel. On vous invite là, à aller voir le document parce qu'aujourd'hui, on vous a quand même présenté une version, résumée là, de l'ensemble du diagnostic. Donc, Marc-Claude, je te cède la parole s'il y a des questions relatives au diagnostic factuel. Donc, merci beaucoup, Andréane. Ainsi, si vous avez des questions, je vous invite à les écrire directement dans le chat ou d'utiliser la main levée pour prendre la parole dans la section « Participants ». Pendant que les gens se décident ou réfléchissent à des questions, peut-être juste mentionner encore une fois que vous avez un mois là, pour partager vos commentaires relatifs au diagnostic là, qui est déjà en ligne. Donc, je constate, Marc-Claude, qu'il n'y a pas de main levée, pas rien dans le chat, donc je vais poursuivre. Vous pourrez poser vos questions à la fin là, si vous en avez. Pardon, Andréane. Oui. Simplement pour amener, je le sais que tu l'as déjà mentionné, simplement pour dire que ce qui vous a été présenté pour le moment par Andréane, c'est vraiment une synthèse c'est vraiment très, très synthétique, si je peux dire. Il y a quelques éléments là, qui peut-être qui vous intriguent. Alors, effectivement, dans le diagnostic factuel, ou si vous avez des petites interrogations, bien, on pourra y revenir, là. Alors, n'hésitez pas. Merci, Carl. Donc, pour amorcer le diagnostic écologique, on se doit de vous présenter la base de réflexion qui est les services écologiques. Donc, en 2005, les Nations unies ont fait une grande étude sur les apports des écosystèmes, des milieux naturels au bien-être de l'humain. Ils ont fait l'étude au niveau mondial dans différents milieux et ça réunissait au-dessus de 200 grands scientifiques. Et ils en sont venus avec de multiples rapports et plans d'action, mais aussi une synthèse, comme je vous présente ici, en lien avec les services écosystémiques, les services écologiques qu'on appelle aussi. Ces services écologiques se catégorisent dans 4 grandes catégories, comme vous pouvez voir, soit des services culturels, d'approvisionnement, de régulation et de soutien. Vous pouvez voir l'ensemble de ces services avec différents pictogrammes. Je vais en prendre quelques-uns pour vous expliquer comment que ces grands services viennent toucher directement l'humain. Si je prends notamment le service de soutien, il y a de nombreuses espèces floristiques et fauniques. Cette catégorie-là va plus venir faire un service, une fonction écologique pour les écosystèmes. Il y a beaucoup de ces espèces-là qu'il faut maintenir l'habitat, notamment parce qu'ils vont fournir soit par la pêche, la chasse ou par d'autres fonctions dans l'écosystème un apport considérable. Donc, sur votre territoire, entre autres, vous avez la présence de la tortue des bois, la présence du lynx aussi. Donc, des grandes espèces, bien, le lynx, entre autres, a des grandes espèces de grands domaines vitaux. Donc, les services naturels viennent soutenir l'habitat de ces populations-là. Par la suite, on a aussi les services culturels. Donc, les services culturels, c'est vraiment tout ce qui vient maintenir un apport au niveau de la santé mentale, de la santé physique, aussi tout le volet de qualité de vie en lien avec nos paysages ici, le Grand Lac, là, le Grand Lac Joseph-William. On a aussi là, tout l'impact sur la génération future, hein, sur nos enfants, le contact des enfants avec la nature, à quel point ça vient éveiller les fonctions intellectuelles. Ça, c'est démontré par de nombreuses études scientifiques. On a aussi la grande catégorie de régulation, donc les services écologiques qui viennent réguler les écosystèmes. Par exemple, ici, on a un service qui est la stabilisation des rives. Donc, si on voit un milieu là, qui a moins de stabilisation et où que l'apport en décrochement, en érosion, l'apport sédimentaire est plus élevé, donc les milieux naturels viennent contrer ce genre de problématiques-là et aussi des problématiques d'inondation, entre autres, parce que les milieux naturels viennent contribuer à la rétention des eaux.
On a aussi des services de régulation au niveau de la qualité de l'air, notamment en milieu urbain. La qualité aussi de la température, ça vient fournir des îlots de fraîcheur à plusieurs collectivités. On a aussi finalement la grande catégorie d'approvisionnement, notamment la chasse, la pêche, la qualité de notre eau. Dans la MRC de l'érable, il y a plusieurs municipalités qui ont fait des études de vulnérabilité au niveau des aires, des aires de captage des eaux. Donc, c'est sûr que dans des aires de captage qui ont beaucoup moins de milieux naturels, on voit que la qualité de l'eau peut être affectée. Donc, c'est important pour une eau potable. On a aussi toute l'exploitation de nos ressources naturelles, que ce soit le bois, que ce soit au niveau médical. On a plusieurs recherches au Québec sur les plantes médicales, notamment ici le thé du Labrador qui est présent dans les grandes tourbières et qui apporte énormément des études scientifiques en lien avec l'apport du thé du Labrador sur des systèmes dépressifs humains. Donc, il y a des grands apports au niveau naturel, là, donc des services écologiques. Évidemment, on peut se poser la question, parce que l'humain parle beaucoup en termes de chiffres, donc, comment vaut ces services-là? Si on voudrait tout raser, tout enlever, comment ça nous coûterait en infrastructure anthropique pour recréer les services écologiques? Donc, il y a des grands chercheurs au niveau mondial et même québécois ici avec l'équipe de M. Jérôme Duprat à l'Université du Québec en Outaouais qui sont venus évaluer en fonction de l'offre et de la demande en services écologiques comment nos milieux naturels pourraient contribuer si on devait recréer ces milieux-là. Donc, vous avez ici les chiffres, là, je ne les passerai pas de façon détaillée, mais vous pouvez voir qu'au niveau des milieux humides, c'est quand même 11 200 $ par hectare par an qu'un milieu humide nous fournit des fonctions écologiques, des services écologiques, puis c'est ce que ça coûterait recréer un milieu humide qui fournirait ces services-là. C'est un peu dans cette dynamique-là aussi que le gouvernement a réfléchi les mesures de compensation. Quand quelqu'un détruit un milieu humide, il doit payer au gouvernement une certaine somme et cette somme-là est évaluée justement sur, OK, on doit recréer un milieu, ça coûterait combien? Donc, ça, c'est les chiffres là, pour démontrer à quel point les milieux sont précieux en matière de services écologiques. Donc, dans le cadre de l'étude, ce qu'on est venu chercher, c'est un diagnostic écologique. Dans le fond, on veut savoir est-ce que notre territoire fournit des services écologiques et selon quelle ampleur. Pour faire une telle étude, en premier, on voulait relier l'évaluation en fonction des enjeux qu'on vous a présentés tantôt. Par la suite, on voulait aussi utiliser des données qui étaient disponibles et utiliser des méthodes qui sont approuvées. Donc, on ne voulait pas non plus aller dans des créations de nouvelles méthodes. Donc, on s'est basé vraiment sur des méthodes prouvées au niveau de la science et du gouvernement. Ça l'a emmené à identifier 4 grandes catégories de services écologiques comprenant 16 indicateurs, soit une catégorie en lien avec la régulation du climat. On est venu évaluer la séquestration du carbone par les milieux humides et forestiers, le support à la biodiversité, la régulation et la filtration et la recharge en eau, et finalement, la valeur sociale des milieux naturels. Aujourd'hui, on vous présente les 3 premiers. La valeur sociale va être présentée à la conférence du 15 mai. Donc, l'ensemble de la démarche s'est réalisé à 2 échelles. La première, c'est qu'on a évalué les 16 indicateurs par entité naturelle, donc les milieux humides, hydriques, boisés et friches. Et on a aussi évalué ces indicateurs-là au niveau des bassins versants, ce qu'on appelle des unités hydrologiques. Donc, on en a choisi 4 aujourd'hui sur 16 à vous présenter. On vous invite à aller voir les autres sur le site Internet. Donc, le premier qu'on vous présente, c'est la rétention des eaux. Rétention fait ici dans l'indicateur par les milieux humides. Donc, à gauche, vous avez l'évaluation au niveau des entités naturelles et à droite, l'évaluation au niveau des bassins versants, des unités hydrologiques. Donc, si on grossit, on peut voir ici l'ensemble des résultats. En bleu, c'est les milieux qui sont très élevés au niveau de leur contribution potentielle. Évidemment, c'est une contribution potentielle parce que ça demeure une évaluation géomatique. Et c'est aussi une contribution relative dans le sens que les milieux sont comparés entre eux. Si on aurait pris le milieu ici en bleu où c'est marqué érable, si on le compare avec les tourbières qui se situent en Abitibi,
Peut-être que lui, il sera plus bleu, il va peut-être devenir jaune, parce qu'en Abitibi, les grandes tourbières qui contribuent à la rétention des eaux sont vraiment très grandes, sont vraiment présentes. Donc, il faut garder en tête que c'est une contribution relative. Donc, on a comparé les milieux sur l'échelle du centre du Québec. Et évidemment, on n'a pas comparé les milieux des basses-terres du Saint-Laurent avec les milieux des Appalaches. Les deux régions ont été séparées aussi au niveau de la comparaison. Donc, au niveau des unités hydrologiques, on peut voir ici en bleu, c'est les unités hydrologiques, les bassins versants qui contribuent de façon potentielle et relative, de façon très élevée. On a aussi quelques unités en vert qui contribuent aussi de façon élevée à cette fonction écologique. Par la suite, on vous présente le captage des éléments nutritifs et des polluants par les boisés. Donc, ici, on peut voir la contribution en termes là, là, je m'aperçois, pardon, c'est les milieux humides encore, c'est pas grave, c'est juste le mot boisé qui était pas correct au début. Donc, ça, c'est le captage des éléments nutritifs ou des polluants par les milieux humides. On a fait aussi la même comparaison là, au niveau des boisés. Donc, ici, on peut voir là, que notamment le grand milieu à la tête du lac William est un de ceux qui contribuent de façon très élevée au captage à court terme des éléments nutritifs et des polluants. On a encore le grand milieu où c'est marqué érable qui contribue quand même de façon élevée là, à cet élément. Au niveau des bassins versants, on peut noter que la A17 et B18, c'est deux unités hydrologiques qui contribuent de façon quand même très élevée à la fonction écologique de contribution de captage. Si on y va avec une autre analyse, donc ici, on a choisi le support de la biodiversité pour les friches. Donc, on voit ici, ça, c'est la répartition des friches sur le territoire. Il n'y en a pas beaucoup, là, c'est environ 2 % du territoire. On peut voir quelles friches, là, notamment des friches qui se situent à l'extérieur de la MRC de l'érable, qu'on peut voir en bleu dans l'unité A28, là, qui ressortent quand même très fortes. Mais on en a aussi qui contribuent au support de la biodiversité, notamment dans l'unité hydrologique A17. Il y a quand même des milieux qui contribuent de façon élevée. Ici, c'est les résultats au niveau des bassins versants là, pour le support de biodiversité en matière de friches. Un dernier indicateur que je vous présente aujourd'hui, celui qui porte sur la stabilisation des rives pour le milieu hydrique. Donc, on est venu évaluer la stabilisation des rives, notamment par un indice de qualité du milieu riverain. Donc, plus que le milieu riverain a une bonne qualité, plus qu'il va contribuer à la stabilisation des rives. Donc, ici, c'est des tronçons de 100 mètres qu'on est venu évaluer pour la stabilisation. Et on peut voir là en bleu, c'est les secteurs qui contribuent de façon plus notable en matière de stabilisation des rives. Et on peut voir là les résultats préliminaires. Il y a certaines unités qui sont blanches parce que les résultats sont toujours à produire, mais on peut déjà voir en bleu certaines unités là, qui ressortent très fortes en matière de stabilisation des rives. Donc, on s'est aussi posé la question, si on prend tous ces services écologiques-là, quelle unité performe dans tous les services? Donc, ce qu'on est venu constater ici, c'est les unités en jaune-rose. Ça, c'est les unités qui scorent fort, si vous me permettez l'expression, qui ont des grands pointages dans tous les services écologiques évalués. Donc, c'est sûr que dans ces unités hydrologiques-là, la conservation des milieux naturels peut être intéressante. Je ne vous dis pas qu'elle va se faire parce qu'il nous reste encore toute l'étape de la stratégie par la suite, mais ça, c'est des résultats bruts là, de services écologiques. On a fait aussi ressortir les milieux, les entités naturelles, donc les milieux naturels qui vont aussi avoir une grande contribution au niveau des fonctions écologiques. On peut voir notamment dans l'unité B17, là, le grand milieu humide ici. Celui-là, c'est celui qui sort le plus fort dans tout le centre du Québec, pas juste dans la MRC de l'érable. Vraiment, ce milieu-là a une très grande contribution potentielle relative aux fonctions écologiques. On a aussi le grand milieu forestier qui se situe ici, qui a aussi une très grande importance là, au niveau des fonctions écologiques. Donc, voilà, l'ensemble des cartes est disponible sur Internet.
L'ensemble de la présentation va être aussi enregistré et disponible sur Internet par la suite. On vous invite à être des nôtres le 15 mai 2021 pour vous présenter la vision, les cibles de conservation et les grandes orientations reliées au PRMHH. Et on vous rappelle que du 15 avril au 15 mai, c'est la période de consultation sur le diagnostic. Donc, on vous invite à y aller. Donc, pour les 20 dernières minutes qui vont suivre, la période est à vous. Si vous avez des questions, des commentaires, M. Carl Plante va pouvoir y répondre. Donc, Marc-Claude, je te laisse diriger la période de questions. Donc, merci beaucoup, Andréane. On va mettre fin à l'enregistrement.